En l'an 800 après Jésus-Christ, pendant que Charlemagne régnait sur un empire franc dont la capitale, Aix-la-Chapelle, était une bourgade de quelques milliers d'habitants aux rues de terre battue, à l'autre bout du monde connu, existait une ville qui n'avait pas d'équivalent sur la planète. Bagdad, fondée 38 ans plus tôt, en 762, par le calife abbasside Al-Mansour sur les rives du Tigre, au cœur de la plaine mésopotamienne, où les premières civilisations humaines avaient vu le jour des millénaires auparavant. Une ville circulaire, la ville ronde, conçue par des architectes et des astronomes, qui avaient déterminé par des calculs précis l'emplacement idéal, l'orientation exacte, la disposition symétrique des quartiers autour d'un palais central couronné d'une coupole verte visible à des kilomètres à la ronde. En 800, Bagdad abritait entre 500 000 et 1 million d'habitants. Les estimations varient, mais toutes convergent vers le fait qu'elle était la plus grande ville du monde à cette époque. Ces marchés distribuaient des soieries chinoises, des épices indiennes, des fourrures de la steppe eurasiatique, de l'ivoire africain, du papier samarcandien, du verre syrien, des textiles égyptiens. Ces bibliothèques contenaient plus de manuscrits que n'importe quel autre endroit du monde occidental ou du Proche-Orient. Ces savants lisaient et traduisaient Aristote, Ptolémée, Euclide et Hippocrate, pendant que les moines irlandais copiaient les mêmes textes sans les comprendre. Ce qui produisit Bagdad n'était pas un accident géographique, ni la bonne fortune d'un calife visionnaire. C'était le résultat d'un système économique, fiscal et commercial d'une sophistication que l'Europe ne reproduirait pas avant le XIIIe ou le XIVe siècle. Et l'histoire de ce système, de ses origines dans la révolution abbasside jusqu'à son apogée sous Haroun al-Rachid et al-Ma'moun, et de son effondrement progressif, est l'une des histoires économiques les plus instructives et les moins connues de l'histoire médiévale. Pour comprendre Bagdad, il faut comprendre la révolution qui la produisit. Le califat omeyyade, qui avait gouverné le monde islamique depuis Damas depuis 661, était un empire arabe. Ses califes étaient arabes. Ses fonctionnaires étaient arabes. Ses revenus fiscaux étaient en grande partie prélevés sur les populations non arabes, les Mawalis, clients et convertis de l'Empire, qui payaient des impôts plus lourds que les musulmans arabes, même s'ils avaient embrassé l'islam. Cette inégalité fiscale structurelle était à la fois une injustice politique et une inefficacité économique. Elle décourageait la conversion sincère et créait un ressentiment croissant parmi les populations persanes, mésopotamiennes et nord-africaines qui formaient la majorité numérique de l'Empire, mais se trouvaient systématiquement exclues de ses bénéfices. La révolution abbasside de 750 renversa les Omeyyades dans un soulèvement qui partait du Khorasan, la province orientale de l'Empire, aujourd'hui partagée entre l'Iran, l'Afghanistan et l'Asie centrale, et qui portait le soutien massif des populations persanes et des Mawalis. Les Abbassides ne remplacèrent pas simplement une dynastie par une autre. Ils transformèrent la nature même du califat. Le nouveau califat abbasside se déclara universel, non plus arabe, mais islamique, ouvert à tous les croyants, quelle que soit leur origine ethnique. Les Perses, qui avaient développé pendant des siècles une tradition administrative sophistiquée sous les empires sassanides et achéménides, intégrèrent massivement l'appareil d'État abbasside. Le vizir, le premier ministre du calife, était souvent d'origine persane. Les familles de fonctionnaires persans, comme les Barmakides qui servirent sous Haroun al-Rachid avec une efficacité et une loyauté légendaires, apportèrent dans l'administration abbasside des techniques de gouvernance, de comptabilité et de gestion fiscale héritées de traditions administratives vieilles de plusieurs siècles. Cette fusion de la légitimité religieuse islamique avec la compétence administrative persane fut le premier pilier du système qui produisit Bagdad. Le second fut la décision de construire une capitale nouvelle, une ville qui n'aurait aucune histoire tribale ou dynastique préexistante, qui serait entièrement la création du nouveau califat, dont la géographie même exprimerait l'universalisme et la puissance du nouveau régime. Al-Mansour choisit l'emplacement de Bagdad après une étude minutieuse. Le site se trouvait au point de convergence de plusieurs routes commerciales majeures,
la route fluviale du Tigre vers le golfe Persique et au-delà vers l'Inde et l'Arabie, les routes terrestres vers la Perse, l'Anatolie, la Syrie et l'Égypte. Un canal reliant le Tigre à l'Euphrate passait à proximité, permettant à des navires de remonter depuis le golfe jusqu'à la ville. La plaine mésopotamienne environnante, irriguée par des systèmes de canaux vieux de millénaires, était parmi les terres agricoles les plus productives du monde. Bagdad fut construite non pas pour être belle, mais pour être le nœud central d'un empire commercial continental. La richesse de Bagdad ne tombait pas du ciel. Elle était le produit d'un système fiscal et commercial dont les architectes abbassides avaient compris avec une précision remarquable les mécanismes générateurs de richesse. Le premier principe fondamental du système fiscal abbasside, hérité en partie de la tradition sassanide et réformé en profondeur par les premiers califes, était la distinction entre différents types de contribuables et de territoires avec des taux et des modalités de prélèvement adaptés à chaque catégorie. Les terres Kharajiyya, les territoires et conquis dont les habitants non musulmans continuaient de cultiver leurs terres, payaient le kharaj, un impôt foncier calculé sur la productivité agricole réelle de chaque parcelle, déterminée par des cadastres et des enquêtes périodiques. Les musulmans payaient la zakat, l'aumône légale islamique, sur leurs richesses mobilières. Les commerçants non musulmans opérant dans l'Empire payaient la jizya, l'impôt de capitation sur les dhimmis. Ce système stratifié avait une propriété économique cruciale. Il taxait différemment la richesse selon sa nature et son origine, sans jamais atteindre les taux confiscatoires qui auraient découragé la production ou le commerce. Les califes abbassides, notamment les grands réformateurs fiscaux comme Al-Mahdi et Haroun al-Rachid, comprirent que la prospérité de leur empire dépendait de la prospérité de leurs sujets et que des impôts trop lourds détruisaient la base taxable qu'ils étaient censés financer. Le résultat fut spectaculaire. Les revenus annuels du califat abbasside à son apogée sous Haroun al-Rachid, mort en 809, sont estimés par les historiens entre 360 millions et 500 millions de dirhams d'argent. Pour donner une mesure comparative, les revenus annuels de l'Empire carolingien à la même époque étaient une fraction infime de ce chiffre. L'Empire byzantin, pourtant richissime par rapport aux standards européens, générait des revenus nettement inférieurs. Le califat abbasside était de loin l'État le plus riche de son époque, et cet écart de richesse se traduisait directement en capacité de financer des armées, des bibliothèques, des hôpitaux, des routes et des canaux à une échelle sans équivalent dans le monde médiéval. Le commerce jouait un rôle au moins aussi important que la fiscalité dans la génération de richesses abbassides. Bagdad se trouvait à l'intersection des trois grands systèmes commerciaux du monde médiéval. Le commerce méditerranéen, relié par les caravanes syriennes et les ports levantins, le commerce de la route de la soie vers la Chine, transitant par les villes d'Asie centrale sous contrôle abbasside, et le commerce de l'océan Indien, acheminant les épices, les textiles et les produits de luxe de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est jusqu'au port du golfe Persique et remontant ensuite par voie fluviale jusqu'à Bagdad. Cette triple connexion faisait de Bagdad le centre de redistribution de marchandises le plus actif de la planète. Les marchands qui opéraient dans cet empire bénéficiaient d'un cadre juridique et institutionnel d'une sophistication remarquable pour l'époque. La lettre de change, la souftaja, permettait à un marchand de Bagdad d'envoyer des fonds à un partenaire à Samarcande ou à Bassora sans transporter physiquement d'argent sur des routes exposées aux bandits. Les contrats de société commerciale, la mudaraba et la musharaka, permettaient à des investisseurs passifs de financer des expéditions commerciales en partageant les risques et les bénéfices avec des agents actifs selon des termes précisément définis. Ces instruments, codifiés par les juristes islamiques dans le cadre de la loi commerciale islamique, constituaient un droit commercial sophistiqué qui facilitait et sécurisait les transactions à longue distance. En 830, le calife Al-Ma'moun fonda à Bagdad la Bay al-Hikmah, la maison de la sagesse. Ce n'était pas une bibliothèque au sens ordinaire du terme.
C'était une institution d'État dédiée à la traduction, à la conservation et au développement du savoir. Une entreprise intellectuelle financée par les revenus du califat avec une générosité qui n'avait pas d'équivalent dans le monde médiéval. Al-Mamoun fit envoyer des émissaires dans tout l'Empire et au-delà pour collecter des manuscrits grecs, persans, indiens et syriaques. Des savants bilingues, souvent des chrétiens nestoriens ou des juifs qui maîtrisaient simultanément l'arabe, le grec et le syriaque, furent recrutés et rémunérés pour traduire ces textes en arabe. On raconte qu'Al-Mamoun payait les traducteurs au poids en or, le poids des manuscrits traduits correspondant à leur rémunération. Vrai ou exagéré, cette anecdote reflète la réalité d'un investissement intellectuel d'État d'une ampleur sans précédent. Les textes qui transitèrent par la Maison de la Sagesse et les ateliers de traduction qui lui étaient associés couvrirent l'ensemble du savoir grec antique. Les traités médicaux d'Hippocrate et de Galien, les mathématiques d'Euclide et d'Archimède, l'astronomie de Ptolémée, la philosophie d'Aristote et de Platon, la physique et la biologie des naturalistes grecs. Mais les traducteurs abbassides ne se contentèrent pas de traduire. Ils commentèrent, critiquèrent, améliorèrent et développèrent. Al-Khwarizmi, mathématicien attaché à la Maison de la Sagesse sous Al-Mamoun, rédigea le traité qui introduisit dans le monde islamique les chiffres indiens, ce que l'Europe appellera plus tard les chiffres arabes, et posa les bases d'une nouvelle discipline mathématique qu'il appela Al-Jabr, l'algèbre. Al-Kindi, philosophe et polymathe, écrivit sur la musique, l'optique, la pharmacologie, la météorologie et la philosophie. Ibn al-Haytham, quelques générations plus tard, développa une théorie de la vision et de la lumière qui constituait une rupture fondamentale avec la tradition grecque. Le financement de cette activité intellectuelle par l'État abbasside n'était pas de la philanthropie désintéressée. Il répondait à des impératifs pratiques précis. L'astronomie permettait de déterminer les heures de prière et les directions de la Mecque depuis n'importe quel point de l'Empire. Les mathématiques servaient à l'administration fiscale et à la gestion des héritages, selon les règles complexes de la jurisprudence islamique. La médecine permettait de soigner les armées et les populations. La géographie permettait de cartographier et de contrôler un empire qui s'étendait de l'Espagne à l'Asie centrale. Le savoir n'était pas séparé du pouvoir, il en était l'instrument. Le règne de Haroun al-Rachid, de 786 à 809, représente l'apogée absolue du califat abbasside, le moment où toutes les composantes du système atteignirent simultanément leur maturité. La cour de Haroun était le point de convergence de tout ce que le monde médiéval produisait de plus raffiné. Des poètes composaient des odes en arabe classique avec une maîtrise technique que les siècles suivants considéreraient comme inégalée. Des musiciens de toutes les traditions, persanes, byzantines, indiennes, jouaient dans les salles de réception du palais. Des juristes débattaient des questions les plus subtiles du droit islamique. Des marchands de Chine, d'Inde, d'Afrique orientale et d'Europe, il existait même un comptoir de marchands scandinaves à Bagdad, dont témoignent des pièces de monnaie abbassides retrouvées en Scandinavie, convergeaient vers les marchés de la ville. Charlemagne et Haroun al-Rachid échangèrent des ambassades, fait historiquement documenté, et les chroniques franques qui décrivent les cadeaux envoyés par Haroun à Charlemagne témoignent de l'écart de richesse entre les deux souverains. Des soieries précieuses, des parfums, des épices, des éléphants d'Inde et notamment une horloge à eau mécanique d'une sophistication telle que les courtisans de Charlemagne, lorsqu'elle sonna l'heure pour la première fois, crurent à une magie ou à un mécanisme diabolique. Cette horloge était un produit ordinaire de l'artisanat abbasside. Le système administratif sous Haroun reposait sur une hiérarchie de fonctionnaires lettrés et spécialisés dont la compétence et la loyauté étaient récompensées généreusement. Les Barmakides, famille de vizirs d'origine bouddhiste bactrienne convertis à l'islam, dirigèrent l'administration de l'Empire pendant 2 décennies avec une efficacité qui permit à Haroun de se concentrer sur la politique étrangère et la représentation symbolique du pouvoir califal. Yahya ibn Khalid al-Barmaki et ses fils Fadl et Jafar
constituèrent de fait le gouvernement de l'Empire, coordonnant les provinces, gérant les finances, arbitrant les conflits administratifs, patronnant les savants et les poètes. La chute des Barmakides en 803. Haroun les fit arrêter, exécuta Jafar et confisqua leurs immenses fortunes dans une nuit qui reste l'un des épisodes les plus débattus de son règne, illustre la fragilité structurelle inhérente à tout régime personnel. Aucune institution ne pouvait contraindre le calife. Sa volonté était la loi. Et quand cette volonté se retournait contre ses propres serviteurs les plus capables, aucun mécanisme institutionnel ne protégeait ces derniers. Les Barmakides furent détruits non pas parce qu'ils avaient failli, mais parce que leur puissance était devenue trop visible et peut-être trop indépendante pour qu'un calife autocrate pût la tolérer. L'empire abbasside ne s'effondra pas en un jour. Il se fragmenta progressivement sur 2 siècles, sous l'action de force que sa structure même avait engendrée. La première fracture fut militaire. Pour financer leurs armées et récompenser leurs généraux, les califes abbassides des 9e et 10e siècles accordèrent progressivement aux commandants militaires, d'abord turcs, recrutés comme esclaves soldats dans les steppes d'Asie centrale, le droit de percevoir directement les revenus fiscaux des provinces qu'ils contrôlaient en échange de leur loyauté militaire. Ce système, les qutas, était économiquement efficace à court terme. Il évitait au Trésor central de devoir collecter les impôts provinciaux avant de les redistribuer aux armées. Mais il créait à long terme une dynamique de fragmentation inévitable. Les commandants militaires, qui percevaient directement les revenus de leur province, n'avaient aucune raison de les remettre à Bagdad, au-delà de ce que leur loyauté immédiate exigeait. Et cette loyauté, non entretenue par des paiements réguliers du Trésor central, s'érodait avec le temps. La deuxième fracture fut dynastique et religieuse. Le monde islamique ne s'était jamais entièrement réconcilié avec la légitimité abbasside. Les Fatimides, une dynastie chiite ismaélienne, établirent un califat concurrent en Afrique du Nord, puis en Égypte dès la fin du IXe siècle, revendiquant leur propre légitimité en tant que descendants d'Ali et de Fatima. En Espagne, un Omeyyade survivant avait établi un émirat indépendant dès 756, qui se proclama lui aussi califat en 929. L'idée d'un empire islamique unifié sous un seul calife ne survivait plus que comme fiction symbolique au Xe siècle, alors que la réalité était celle de plusieurs centres de pouvoir en compétition. La troisième fracture, la plus profonde, fut économique. Les revenus du califat central déclinèrent à mesure que les provinces échappaient au contrôle de Bagdad. Avec moins de revenus, le calife ne pouvait plus payer des armées fidèles. Sans armées fidèles, il ne pouvait plus maintenir le contrôle des provinces. Et sans contrôle des provinces, les revenus déclinaient encore davantage. Cette spirale, que les historiens de l'économie reconnaissent comme une crise fiscale classique d'un empire en déclin, réduisit progressivement les califes abbassides à des figures symboliques, des souverains nominaux dans leur propre capitale, dont le pouvoir réel avait été entièrement capté par des sultans militaires, les Bouyides, puis les Seldjoukides, qui gouvernaient en leur nom. En 1258, les armées mongoles d'Hulagu Khan mirent fin à cette longue agonie. Bagdad fut assiégée, prise et saccagée avec une brutalité systématique. Les chroniques contemporaines, arabes, persanes et mongoles, s'accordent sur les faits essentiels. Des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes tuées. Les canaux d'irrigation de la plaine mésopotamienne, construits et entretenus sur des millénaires, détruits ou abandonnés, transformant progressivement une des régions agricoles les plus productives du monde en désert. Et les bibliothèques de Bagdad, jetées dans le Tigre, dont les eaux, selon la formule qui traversa les siècles, coulèrent noires d'encre pendant plusieurs jours. En 800 après Jésus-Christ, un savant de Bagdad pouvait lire Aristote en arabe, calculer la circonférence de la Terre avec une marge d'erreur de quelques centaines de kilomètres, traiter un patient selon les méthodes de Galien amendées par des siècles de pratiques médicales islamiques, et investir ses économies dans une expédition commerciale vers l'Inde grâce à un contrat de Moudaraba rédigé par un juriste spécialisé.
À la même époque, dans la majeure partie de l'Europe carolingienne, lire était un privilège réservé à une poignée de clercs. L'arithmétique était une discipline difficile en l'absence des chiffres indiens que les Arabes utiliseraient et transmettraient à l'Europe des siècles plus tard. Le commerce à longue distance existait, mais sans les instruments juridiques et financiers qui le sécurisaient dans l'Empire abbasside. Et la notion d'un État qui financerait des institutions dédiées à la traduction et au développement du savoir n'avait pas encore d'équivalent dans la pensée politique européenne. Ce que Bagdad fut entre 750 et 1050 après Jésus-Christ n'est pas simplement une curiosité de l'histoire islamique. C'est la démonstration qu'une civilisation peut atteindre des niveaux extraordinaires de sophistication intellectuelle, économique et institutionnelle quand elle construit les conditions systémiques qui le permettent. Un État qui tire sa richesse du commerce plutôt que de la prédation, qui investit dans le savoir parce qu'il comprend que le savoir génère de la richesse, qui ouvre ses institutions aux talents de toutes origines plutôt que de les réserver à un groupe ethnique ou tribal. Et que cette civilisation peut aussi, quand ses conditions systémiques se dégradent, s'effondrer avec une rapidité qui efface en quelques décennies ce que des générations avaient conçu construit. Les manuscrits qui survécurent au sac de 1258, copiés, préservés et finalement transmis à l'Europe par des voiles multiples et tortueuses, portèrent en eux les traces de ce que Bagdad avait été. L'algèbre d'Al-Khwarizmi, les tables astronomiques d'Al-Battani, la médecine d'Avicenne. Ces textes arrivèrent en Europe médiévale comme des messages d'une civilisation qui avait su pendant 3 siècles ce que signifiait construire une ville à la hauteur de l'intelligence humaine.